Nous revenons avec vous, chers invités, pour la fin de notre émission. Le Togo, le gouvernement de ce pays se décide de régler la question de l'occupation anarchique et illégale des emprises des voies. Le sujet a été évoqué en début de semaine en Conseil des ministres par le ministre des Travaux publics. À la suite, le gouvernement a adopté un projet de décret portant définition, classification et délimitation des larges des emprises des routes. Alors, Louis Kamako, on vous retrouve, le gouvernement est confronté sans doute à plusieurs problèmes dans la gestion des emprises de ces routes. Oui, mais moi j'ai juste envie de dire que le gouvernement aujourd'hui est son propre fossoyeur, pas le gouvernement mais l'État. Parce que comment a-t-on arrivé là? Qui est-ce qui a occasionné l'occupation anarchique des voies? C'est la question principale qu'il faut poser aujourd'hui. Parce que depuis longtemps, on a toujours décrié, on a toujours créé que dans ce pays, les gens gèrent mal les projets. Ils gèrent mal les projets parce que les voies, avant d'être délimitées, c'est un projet qui se fait, c'est un projet de construction de voies et tout cela qui se fait. Mais quand vous voyez que le projet est mal exécuté et qu'à un moment donné, une rue de 3 mètres se rétrécit jusqu'à 1 mètre, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que justement l'argent ou bien le montant qui a été alloué à ce projet-là n'a pas été totalement débloqué. Ou bien débloqué, mais compte tenu des rétrocommissions, des surfacturations et tout cela, le projet n'a pas été exécuté. Et donc quand tu le vois, il suffit juste de faire un petit tour à Lomé. Souvent c'est à Lomé parce qu'à l'intérieur, on n'en parle pas trop, même si le problème il est réel de l'autre côté aussi. Mais il suffit juste de faire un tour à Lomé et vous allez justement vous rendre compte que l'occupation dont on parle, l'occupation anarchique des voies dont on parle est un cas chinois. Hein. C'est-à-dire que on a eu un président de la délégation spéciale qui, durant les 30 ans qu'il a passé à la tête de son institution, là, n'a fait que dégager les voies. Il était dans sa politique de désengagement des voies publiques, mais le problème demeure. C'est-à-dire que plus vous chassez les gens, plus ils reviennent. C'est un travail de Pénélope, hein. C'est un travail de Pénélope qu'on fait. C'est décisif. C'est décisif justement. Donc c'est ce qui se fait. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas une politique adéquate de recadrage ou bien une politique justement de délimitation de ces voies-là. Et donc dès que les gens sont chassés, ils reviennent justement au lieu. Parce qu'il n'y a pas, tout ça c'est pas contraignant. Par un moment je parlais justement de ce président de la délégation qui était dans ces opérations de désengagement. C'est vrai que par moment il le fait de façon verbale et ça par moment il s'en sert de ces bulldozers pour casser les maisons, pour enlever les baraques dressées au bord de la route, mais puis ça s'arrête là, parce qu'après, il n'y a pas un suivi conséquent qui est fait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois que ces voies sont dégagées là, il va falloir qu'on mette en ébranle le projet pour lequel elles sont dégagées. Si on ne le fait pas, l'homme étant un animal en fait récidive, il reviendra justement occuper les voies. Donc je pense que c'est un problème, hein, c'est un réel problème, c'est un véritable problème comme on l'a eu à le constater, mais l'État a justement prêté le frein à cela. Alors, doyen, on vous retrouve, la problématique de la gestion des emprises de réseaux routiers prend de plus en plus de l'ampleur dans ce pays. Vous savez, lorsque l'État n'est pas présent, c'est comme les gens disent que les terroristes s'implantent là où les gens sont pauvres, ou bien les jeunes sont sans emploi, etc. Et moi, généralement, je m'inscris en faux contre ça. Moi, je dis que les terroristes, par exemple, ils s'installent là où il y a une vacuité d'État, une faiblesse de l'État. Et je crois que l'État doit se faire présent pour recadrer et selon des lois données. Vous voyez. Parce que ici, c'est vrai qu'il est interdit que les gens s'installent dans les comment tu le dis, dans les périmètres des rues et des axes, mais vous allez constater que, comme il le dit Kamako, quand on y renvoie les gens,
promptement, ils reviennent. C'est comme dirait l'autre, chasser le naturel, il revient au galop. Mais maintenant, il faut que l'État soit ferme. Parce qu'aujourd'hui, et le problème que posent ces occupations anarchiques des emprises des voies, c'est d'abord, ça met en danger ceux qui empruntent ces rues et ces actes-là. Et puis ça allait tout à fait, ça allait les villes. Les gens s'implantent n'importe où, de telle sorte que parfois vous voulez passer, vous ne trouvez même pas d'espace, et ce qui expose même ceux qui viennent faire leur étalage là en danger, parce que il n'y a plus d'emprise. Il y a des étalages jusque sur les trottoirs, et c'est difficile à contrôler. Mais si l'État prenait une décision en la matière et la fait exécuter, je crois que la fait suivre surtout, parce que ce qui nous constatons généralement ici, c'est que nous agissons en saut de puce. On interdit, on retourne, les gens viennent s'installer, on revient des mois plus tard pour faire la même chose, les gens reviennent s'installer, et finalement ceux qui s'installent de cette façon-là sont habitués à ce jeu-là, parce qu'ils savent très bien que la décision qui est prise n'aura pas de suivi, donc il suffit d'attendre un peu pour revenir. Mais ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est qu'avant de faire déguerpir les gens, il faut savoir où les caser aussi, parce que les Togolais, surtout les femmes, vivent de ces petites économies, petites par la taille, mais d'un grand secours pour les ménages, parce que vous savez très bien que lorsque le pouvoir d'achat n'est pas aussi fort que cela, il faut mettre toute la famille, sinon tous les membres de la famille au travail pour que les ménages puissent s'en sortir. Maintenant, c'est le marché informel aujourd'hui, s'installe dans les emprises. C'est toute une économie. Si on interdisait cela, c'est toute une économie qui est interdite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, à mon sens, il faut commencer à créer les marchés des quartiers et à doter ces marchés-là d'infrastructures viables qui puissent faire que ces marchés-là tiennent. Dans nos quartiers, il n'y a pas de marché viable. Ou bien lorsqu'il y a marché, il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. Et puis aussi, le problème pour les gens qui s'installent dans les emprises, c'est que ce sont des gens qui sont des concurrents directs pour les gens qui louent des boutiques, qui payent d'abord la location à la fin du mois, qui payent aussi de l'impôt, qui payent des taxes de la mairie. Mais lorsque devant ces gens-là, vous verrez d'autres gens qui viennent s'installer, qui ne payent pratiquement pas d'impôts, qui ne payent pas de la location à la fin du mois, mais qui sont des concurrents. Pour ceux qui sont structurés, qui payent la location, etc. Il faut que l'État pense à cela. Que ceux qui viennent s'installer dans le désordre et qui sont exempts d'impôts, qui ne payent pas de location, etc., mais qui sont des concurrents, pour ceux qui sont structurés, il y a problème en la matière. Mais je crois que ces gens, avant de les déguerpir, il faut qu'on pense à créer des espaces pour les recevoir. Une fois que ces espaces-là sont créés, on leur montre la direction, vous allez là, ou bien vous êtes déguerpis. Et sinon, ce sera contre amende, ou même de la prison parfois. De la prison. Ouais. Alors, la question, elle est là, cher Jean Tsaglu, et le doyen a essayé d'apporter quelques solutions, comment résoudre l'équation de l'occupation de l'emprise des voies publiques. La solution? Oui, bon, disons d'abord que il y a un auteur qui disait qu'il ne faut pas compter sur l'homme pour respecter la loi. Il ne faut pas compter sur l'homme pour faire le bien. Il faut le contraindre parfois. Il faut délimiter des axes dans lesquels il doit agir. Et donc, l'homme est ainsi. Si on le laisse aller à lui-même, il fera ce qu'il veut. Mais en même temps, comme l'a dit le doyen, les gens font des activités pour vivre, pour survivre. Et donc, quand ils s'installent, parfois, eux-mêmes, ils savent très bien que l'endroit, ce n'est pas permis de s'installer là-bas, mais ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Et comme le doyen le disait, je pense que s'il y avait des espaces réservés pour les ventes, les gens, et qu'on contraignait les gens à aller vers l'Ouest, ils iraient, ils n'auraient pas le choix, quoi. Mais parfois aussi, le citoyen est terrible.
Parfois, quand je passe vers Décon, c'est vraiment difficile. Même si vous êtes à moto, vous ne savez même pas où garer votre moto. Et pourtant, il y a quand même normalement des espaces où on peut laisser un engin. Il y a des espaces où les gens circulent carrément. Vous êtes à voiture, vous ne pouvez pas rouler. Les gens circulent en plein milieu de la chaussée. Il y a des étalages, ça devient compliqué. Même des policiers sont là, mais ils ne peuvent rien faire. Les gens vont vous dire que c'est de ça qu'ils vivent. Vous voulez qu'ils aillent où? Donc c'est un peu délicat cette situation, mais je pense qu'en y réfléchissant, on peut trouver des solutions. Il faut vraiment créer des espaces pour permettre aux commerçants de s'installer. Les gens aussi veulent être au même endroit parce qu'ils supposent que c'est cet endroit-là où il y a assez de clients, donc ils ne veulent pas quitter, c'est difficile. Il y a un marché qu'on a créé à Dapon, il y avait un vieux marché, mais on a fait un boulevard, on a construit un nouveau marché, mais les gens ont de la peine à aller dans le nouveau marché parce qu'ils estiment que c'est loin des clients. Loin, voilà. Donc parfois c'est tout ceci qui fait que les gens sont obligés d'être au même endroit. Alors, lui, vous avez dénoncé cela. Vous aussi, vous allez nous proposer quelques solutions? Non, mais la solution, je ne dirais pas idéale, mais la solution propice, et je pense que les uns et les autres l'ont dit, c'est aujourd'hui de doter le pays d'un cadre légal et réglementaire qui, justement, définit le contexte de réalisation des infrastructures nationales pour une meilleure gestion du domaine public. Ouais. C'est aussi ça, c'est-à-dire que le sujet en réalité rejoint en quelque sorte celui dont nous débattons la dernière fois sur le projet qui consiste justement à construire une nouvelle ville. À construire une nouvelle ville. C'est-à-dire que c'est le sujet de l'urbanisation, l'urbanisme qui revient encore. La problématique se situe à ce niveau. Parce qu'on n'a pas une politique d'une urbanisation digne de ce nom. Aujourd'hui, je parle de domaine public. Les Togolais, en fait, je ne suis pas en train d'insulter l'intelligence des Togolais, mais ne savent pas ce qu'on appelle domaine public, où se trouve le domaine public, quelles sont les propriétés de ce domaine public, les gens ne savent pas. Que doit-on faire? Il faut expliquer. Non, mais il revient à l'information. Oui, je vois, il revient à l'état de sensibilité de communiquer. Et le dernier a toujours dit qu'on ne gouverne pas un pays par la science, mais par la communication. Tant que vous ne communiquez pas, tant que vous ne sensibilisez pas, donc attendez-vous que les gens, commettent, entre guillemets, des bévues qui, justement, retombent sur la gouvernance. Donc, aujourd'hui, il en est question. Il y a des gens qui occupent les voies illégalement, mais quand tu essaies de les raisonner, ils se muent peut-être en propriétaire terrien, ils vont t'insulter, ils vont te faire des histoires. Tu sors, les gens garent les véhicules n'importe comment sur le trottoir, il n'y a même pas de place pour les piétons. Et ça occasionne des accidents. Mais quand ça se produit, le propriétaire du véhicule, il a du mal à te comprendre. Juste parce qu'il pense que c'est lui. Il est impossible. Il a justement le droit de garer là où il a garé. Donc aujourd'hui, je pense que les tests, on doit les voter, on doit les adopter, mais au-delà, il faut sensibiliser la population. Il faut communiquer au-delà de ça. C'est vrai qu'on a l'habitude de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais au-delà, il faut un exercice de communication, il faut un travail de sensibilisation pour que tout le monde sache en fait ses droits et devoirs dans une public. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, je l'ai dit, il faut définir un cadre. Il faut justement une loi qui va punir les occupants illégaux des voies publiques et au-delà, avoir une politique de gestion d'espace public. Il faut justement peut-être deux solutions là aujourd'hui pour justement pallier à ce problème. Je pense qu'il y a un cadre qui doit être là. Il doit avoir une politique urbaine qui est là, sauf que c'est l'application, c'est le contrôle strict et régulier. C'est comme le problème du port de casque. Les gens sont à moto, ils ont le casque devant sur le réservoir. C'est quand ils dépassent les policiers qu'ils portent. Ils mettent le casque avant d'arriver aux policiers. Et quand ils dépassent, ils enlèvent encore. C'est pareil. Comme s'ils le font pour les policiers. C'est pareil. En fait, c'est la régularité dans le contrôle
qui manque. Sinon, vous voyez parfois on écrit réserve de la mairie, réserve de la préfecture, ainsi de suite. Il y a des espaces où il y a des panneaux qui l'indiquent. Pas à tous les niveaux. Pas à tous les niveaux, certainement, mais malgré que il y a le panneau, les gens viennent jeter des ordures, les gens viennent faire des installations là-bas, les gens font même... ils mettent des boutiques collées au mur des services. On le voit, on voit des services qui sont là, et les gens mettent, les soudeurs font des petits coffres là, des petites baraques qu'ils collent au mur du service. Et les agents du service sortent, ils le voient, ils ne disent rien. C'est ce silence-là que tout le monde observe qui fait que le problème s'agrandit. Je crois que si vous êtes chef d'un service, vous sortez, vous voyez quelqu'un qui accroche des choses à votre mur et il vend, vous lui dites de partir. Si demain vous dites à d'autres personnes de partir, les gens ne vont plus s'installer. C'est parce que, peut-être même il vend un truc, toi-même tu sors, tu achètes et puis tu négocies une réduction, il accepte et puis tu le laisses s'installer là-bas. C'est tout ceci qui amène ce désordre-là. Alors, doyen, visiblement, le gouvernement, lui, il a des objectifs, il faut le préciser, des mesures et des actions sont envisagées pour résoudre cette problématique afin de permettre à notre pays de disposer des villes pittoresques, agréables et attrayantes. Apparemment, c'est l'objectif visé, mais bien avant cela, on doit essayer de faire quelque chose comme vous l'aviez dit. Oui, mais c'est que le problème, c'est que lorsque on parle de ville pittoresque, quel est le contenu de ça? Qu'est-ce qu'on veut appeler par ville pittoresque? Pas pittoresque, parce qu'il faut qu'on y mette un contenu. La beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde. Si la façon dont eux ils voient cette beauté, peut-être qu'il faut qu'ils le décrivent pour que nous puissions en débattre. Et vous savez, une maquette, par exemple. Oui, une maquette, par exemple. Parce que quel est le choix, quelle est la ville qu'on veut construire? Et vous voyez, une ville conviviale, c'est une ville dans laquelle les gens circulent. Les gens, lorsqu'ils ont des besoins, ils vont là pour faire des besoins. Lorsque vous prenez par exemple la ville de Lomé, lorsque vous parcourez les rues, vous trouvez directement, par exemple, vous trouvez difficilement par exemple un parking. C'est-à-dire, vous ne savez pas où garer. Donc, lorsque vous garez vous-même dans la rue, évidemment, il se trouve des gens pour venir vers vous, pour vous proposer des choses. Lorsque vous avez l'habitude de garer quelque part, il est évident que les gens viennent faire leur marché à côté parce qu'ils se rendent compte que c'est là où vous venez, il y a affluence, ils ont tendance, comme l'a dit mon frère Djabi, c'est là où ils vont aller faire des propositions aux clients. Mais la question du marché se pose, d'occupation des emprises des rues se pose de la même façon que cette problème se pose pour l'inexistence de parking. Ce que je propose, c'est que l'État passe par des réquisitions, c'est-à-dire des terrains pour construire en même temps qu'il construit des petits marchés, aussi de petits parkings. Parce que empêcher d'abord les gens de garer n'importe où, parce que c'est ça qui souvent fait venir aussi des vendeurs dans la rue. Interdire les ventes à la criée, où les gens vous arrêtent un peu partout. Lorsque vous êtes dans la rue, au feu tricolore, les gens viennent vous aborder, et lorsque le feu vert s'allume, vous avez de la peine à démarrer. C'est possible. Mais c'est pour cela nous dire quelle est la ville qu'on veut construire. Si c'est une ville comme ça, alors là, il faut permettre aux gens de se comporter comme ça. Lorsque vous allez, par exemple, à Décon, vous voyez que les gens ont des boutiques le long des rues, mais le jour, ils sortent tout ce qu'ils ont dans ces boutiques-là sur le trottoir ou bien dans les emprises, justement, parce qu'ils veulent être plus visibles. Lorsque vous arrivez, par exemple, à Décon, vous ne pouvez pas garer là, et que le marché est un peu devant. C'est là où vous garez pour aller dans votre service avant de revenir. Bien évidemment, le soir, vous verrez que le marché de la rue va se déplacer vers la journée parce que vous ne vous arrêtez plus où vous voulez. Donc, il y a ces petites astuces-là qui peuvent, et surtout, moi je le dis, il faut que l'État commence à réquisitionner, à prendre des terrains, à délocaliser des gens, à leur trouver un autre logement pour faire du parking sur les boulevards, dans les rues, pour faire des parkings et installer en même temps sur ce parking-là des marchés de proximité. C'est les marchés de proximité. Si ces marchés-là sont créés, les gens vont aller vers là.
dans les pays européens ou dans les pays développés, vous avez, les gens ont l'habitude d'acheter dans les supermarchés, etc. On n'a pas cette habitude ici. Si c'est le marché auquel nous donnons priorité, il faut que ces marchés de proximité-là soient créés. Et il faut que dans chaque marché, il y a le parking de telle sorte que les gens, en circulant, trouvent où garer. Et c'est là où il y a l'affluence que les bonnes dames créent et les jeunes gens créent des marchés. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez la ville de Lomé, il n'y a plus d'endroits où créer des parkings parce que tous les endroits sont occupés par des ménages. Qu'est-ce que l'État doit faire lorsque l'État n'a plus la haute autorité sur l'installation des citoyens? Ce que l'État peut faire en ce moment-là, c'est de prendre, de réquisitionner des terrains, bien évidemment, de reloger, de créer ces espaces-là, d'émailler la ville des espaces de ce genre pour créer des parkings, créer des zones de loisirs, créer des petits marchés. Comme cela se fait par exemple lorsque vous arrivez à Togo 2000. Vous voyez que l'État a fait comme des kiosques le long de la rue. Lorsque l'État prend le devant, le bras au corps, le citoyen suit. On a créé là-bas des kiosques, il y en a partout aussi, un peu ailleurs aussi. On a créé des kiosques de même modèle qu'on a disposé le long de la rue. Mais est-ce que les gens viennent s'installer là-bas de façon anarchique? Non, parce que l'espace est déjà occupé, parce que l'État a prévu construire là. Donc, lorsque vous dirigez, vous prévoyez bien naturellement. Mais lorsque vous laissez la nature, de cette façon-là, les gens s'y installent de façon anarchique. Et comme c'est Rousseau qui a dit que l'homme n'est bon naturellement, il a menti. L'homme ne n'est pas bon naturel. Lorsque c'est Zabli qui a dit, lorsque vous laissez tout individu à lui, évidemment, il croit de la plus mauvaise manière qui soit. Donc l'homme, généralement, naturellement, a plus tendance vers le mal que vers le bien. Donc il faut que nous soyons dans le cadre de la loi. Voilà. Nous dirons que c'est la culture qui définit l'homme. Là, d'accord. Alors pour rendre donc la ville pittoresque, il faut prendre les mesures en amont. Oui, il faut déconcentrer même les services. Vous voyez que depuis qu'on a amené le Parlement du côté de GTA, et qu'il y a certains ministères aussi qui ont été envoyés vers là, vous voyez que le centre-ville est un peu désengorgé et qu'il y a des petits commerces qui s'installent aussi là-bas. Comme le doyen le disait, c'est là où les gens sont que les commerçants vont. Si on arrivait à délocaliser certains services, à les envoyer vers Davier, vers les Guacito et autres là, parfois, même quand on vous propose un terrain là-bas pour acheter, vous avez peur, vous ne voulez pas aller parce que vous voyez tout le trajet que vous parcourez pour aller à votre lieu de service. Si les services étaient un peu déconcentrés comme ça, je pense que ces petits points de commerce-là devaient aussi disparaître. Maintenant, là, comme il y a de l'espace à la périphérie, on construit des parkings, on construit des petits marchés et les gens s'y installent. Mais le problème, c'est que parfois, je sors juste devant ma maison pour installer un petit commerce. Et donc, si ma maison s'ouvre sur une voie et que le commerce marche, à un moment donné, les gens s'attroupent. C'est ça aussi. Une femme qui sort devant sa maison, qui installe son point de vente à Imolu, mais tous ceux qui passent, s'ils mangent, c'est bien. À un moment donné, elle fait une petite, un appartement, des chaises, tabourets par-ci. À un moment donné, ça obstrue la voie. Tout le monde ne peut pas aussi aller au marché. Ça devient compliqué. C'est pour cela qu'il faut créer les marchés de proximité. Et puis créer des marchés de proximité, c'est un grand travail. C'est là où nous parlons d'ailleurs parce que tous les coins sont déjà occupés. Il faut que l'État contraigne les gens, fasse savoir aux gens que je peux prendre tel carré. Mais ceux qui ont bâti sur ce carré-là, on les loge ailleurs, sur d'autres réserves pour justement créer là-bas le marché de proximité. Chaque 8 carrés peut avoir un marché. Chaque 8 carrés peut avoir un marché, avoir un parking. Et c'est ce que moi j'appelle une ville conviviale où les gens peuvent trouver facilement ce dont ils ont besoin, où les gens n'obstruent pas les rues, ne créent pas des embouteillages, ne se créent pas un peu partout. Voilà. Alors, nous sommes au terminus. Jean, surtout, vous voulez saluer des amis d'Apon. Oui, bon retour à vous. Merci beaucoup. Je vais saluer ma famille à Dapon, évidemment, saluer tous les habitants de Dapon, saluer
mes collègues de service à la direction régionale de l'éducation et saluer tous les artistes et acteurs culturels de Dapong. Ouais. Merci beaucoup à vous. Un bon retour chez vous à Dapong. Louis Kamako, on est toujours ensemble. Vous avez un carton? Oh non, mais juste le remettre, le donner aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Alors, doyen, merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Vous saluez quelqu'un? Non, c'est de faire un coucou au ministre Kokoroko, parce que on sent que quelque chose bouge dans le secteur de l'éducation. C'est-à-dire, on veut structurer les choses, il prend des décisions, il est présent, on le sent. Cela nous a manqué pendant longtemps et tout était morose dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, sur les réseaux, il fait sensation avec le ministre, avec ça, c'est les charges qu'il a aussi au niveau de l'université. La rentrée, on sait qu'il y a eu rentrée, et au niveau du secondaire, au niveau de l'école primaire, on sent que les choses bougent. Quelqu'un veut prendre à bras le corps les problèmes que les gens vivent dans ce secteur-là. Donc je voudrais lui faire une mention spéciale et l'encourager à aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup à vous, doyen Chris Ega, vous êtes journaliste, directeur de publication de Express Info. Nous disons également merci à notre ami Jean Tchabli, il est analyste politique, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Vous saluons également. Louis Kamako, on vous dit également merci, vous étiez avec nous tout au long de la semaine. On se retrouve donc la semaine à venir, toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tout le monde et à très bientôt.